Il y a aussi un pictogramme où il y a marqué Q et A. Si vous avez des questions tout au long du séminaire, vous pouvez cliquer dessus pour avoir des réponses. Nous aimerions beaucoup y voir des questions. Alors, de cette manière, vous pouvez le faire à tout le moment pendant le webinaire. À la fin du webinaire, nous aurons une séance orale de questions-réponses au cours de laquelle nous pourrons lire certaines de ces questions. D'autre part, vous pouvez utiliser la messagerie instantanée, le pictogramme indiquant chat, si vous avez besoin d'aide technique pour vous connecter au webinaire. Cette fonction chat vous permet de régler des problèmes techniques. Alors, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à ce webinaire d'aujourd'hui. Il s'agit d'une série proposée par le secrétariat de la Convention. Ils correspondent à un appel ou une demande des parties de la Convention cadre et du protocole pour soutenir le renforcement des capacités afin d'appliquer le protocole. Nous avons commencé le mois dernier avec notre série de webinaires et c'est là que nous avons parlé des zones franches la première fois. Le deuxième webinaire est aujourd'hui et nous allons nous consacrer à l'article 6 du protocole. Le mois prochain, il y en aura un autre sur un autre aspect important du protocole. Alors, vous recevrez des informations sur les dates du prochain webinaire. Je suis sûre que vous serez très intéressés par le prochain également. Au nom du secrétaire de la Convention, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à vous tous au cours de ce deuxième webinaire qui est intitulé « Connaissez les acteurs et un renforcement des capacités en ce qui concerne des systèmes de licence » au titre de l'article 6. D'ici à la fin de ce séminaire, vous comprendrez l'étendue, la portée de cet article et de la lutte contre le commerce illicite et surtout sur l'établissement de régimes de licence, notamment en ce qui concerne les différentes modalités d'établissement d'un tel régime et des difficultés que l'on peut rencontrer. Nous pouvons donc commencer. J'ai le plaisir de donner la parole à notre collègue Jeremiah Ports Jr. de l'OMS qui va nous faire des remarques liminaires. Je suis sûre que certains d'entre vous le connaissent parce qu'il travaille au service de la promotion de la santé du siège de Genève de l'OMS. Il va proposer des orientations sur le renforcement des capacités, sur le leadership et une aide technique en ce qui concerne les mesures financières, notamment pour les taxes et droits à prélever sur le tabac, l'alcool et les boissons sucrées. Et vous avez certainement vu le dernier manuel technique de l'OMS qui donne des orientations sur le renforcement de l'administration dans le sens de ces droits à prélever pour financer la santé. Je vous donne la parole, Jeremiah Paul. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez dans le monde. Je vais vous parler des politiques de taxes sur le tabac, des politiques efficaces par le renforcement du système fiscal. Comme vous l'avez indiqué, nous avons une citation du directeur général de l'OMS. Je cite, « Si le tabac était un virus, le monde aurait depuis longtemps appelé ce problème une pandémie et on aurait tout fait pour la stopper. » C'est un fléau qui tue 8 millions de personnes chaque année et on estime qu'il s'agit
d'une perte de 1,4 trillion de dollars des États-Unis pour l'économie mondiale. Les droits sur le tabac sont efficaces. Ils ont été établis il y a plus de 20 ans. Mais ils ne sont pas assez utilisés. Si vous regardez les différentes mesures de réduction du tabagisme, seulement 14% de la population du monde est protégée par des droits suffisants sur le tabac, malgré les augmentations au cours de la dernière décennie. En fait, il y a des obstacles à cet établissement des taxes sur le tabac, mais cette réforme doit être effectuée pour lutter contre la contrebande et le commerce illicite. Les recherches montrent que quand on est préoccupé par la contrebande dans le cadre des ressources de la lutte, eh bien, on se rend compte qu'une gouvernance faible, des niveaux élevés de corruption, un manque d'engagement et des douanes efficaces sont en fait les causes les plus importantes pour l'évasion fiscale. On s'est rendu compte la plupart du temps dans les pays que le commerce illicite peut être combattu d'une manière efficace par des droits sur le tabac et d'une lutte contre le commerce illicite. Alors, je vous ai parlé du manuel de 2021 sur les politiques fiscales et l'administration dans le contexte des pays à revenus faibles et intermédiaires. Il inclut une liste de réformes fiscales sur le tabac, une discussion sur les composantes fondamentales de l'administration fiscale sur le tabac, une description des tactiques SCARE, des entreprises du tabac. L'établissement ou le régime de licence est un outil très puissant pour contrôler la chaîne d'approvisionnement, la chaîne logistique. Il faut mettre en œuvre les meilleures pratiques pour faire en sorte que l'administration fiscale contre le tabac soit plus efficace et plus efficiente. L'établissement de licence est la partie essentielle de ce cycle de conformité fiscale dans le cadre de la lutte contre le tabagisme. Un système efficace est en effet essentiel pour mettre en œuvre l'article 6 du protocole. Il faut veiller à une coopération intersectorielle. En effet, ce n'est pas seulement le fait des autorités fiscales et du ministère des Finances qui peuvent mettre sur pied ou gérer la question des licences. C'est vraiment un effort intersectoriel. Il faut mettre en œuvre un régime de licence pour une surveillance de la chaîne logistique et du contribuable, afin que toutes les étapes et toutes les parties prenantes soient dans ce cadre de contrôle. En conclusion, dans les pays dans lesquels nous avons travaillé, nous avons eu la preuve que quand les ministères travaillent ensemble, c'est-à-dire santé, finances et autres, les résultats sont plus probants. Le régime fiscal fonctionne mieux s'il fait partie d'une série
complète de mesures pour renforcer l'administration fiscale. En renforçant le système de licence, vous pouvez vraiment réglementer la chaîne logistique des produits du tabac. Enfin, et donc, il faut comprendre qui sont les acteurs. Et enfin, la taxe sur le tabac est SMART. C'est un sigle anglais qui veut dire qui sauve des vies, qui mobilise des ressources, qui lutte contre les inégalités sanitaires, qui réduit les fardeaux et les coûts du système de santé et qui cible les facteurs de risque qui entravent l'atteinte des ODD. Alors, ne soyez pas scared, c'est-à-dire apeurés, mais en fait, c'est un sigle anglais qui veut dire toutes les tactiques utilisées par Big Tobacco pour dissuader les gouvernements de lutter contre le tabagisme. Okay, thank you very much. Je remercie beaucoup notre intervenant qui a fait ses remarques liminaires. J'aimerais rappeler à tous les participants que l'on pourra poser des questions. Vous pouvez le faire grâce à la fonction Q&A, Question and Answer. Donc, si vous avez des questions à poser à notre collègue, je vous prie de les poser et nous en parlerons à la fin du webinaire. J'aimerais donc remercier notre collègue. Et je donne maintenant la parole au docteur Patrick Moussavouli du secrétariat de la Convention qui va nous parler de l'article 6 du protocole. Alors, Patrick est un responsable technique de l'aide technique au développement du secrétariat. Il lutte contre le tabagisme depuis très longtemps. Il a énormément d'expérience dans ce domaine. Ce service d'aide au développement propose une aide à toutes les parties qui appliquent le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac et pour mettre en œuvre la convention cadre et surtout pour les pays à revenus faibles et intermédiaires. Merci beaucoup. Patrick, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Andrew. Je vais vous montrer mon écran. J'espère que vous le verrez. Peut-être que l'on pourrait utiliser l'écran de Zoom. Voilà, on l'a maintenant sur l'écran. Merci. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Comme l'a dit Andrew, mon travail aujourd'hui, c'est de vous faire un petit tour d'horizon de l'article 6 du protocole. Mais avant de rentrer dans les détails, j'aimerais vous rappeler la définition de certains termes qui seront utilisés au cours de ce webinaire. Alors, pour le protocole, la licence veut dire une autorisation de la part d'une autorité compétente après une demande ou d'autres documents présentés à cette autorité compétente. On doit rappeler qu'en fait, c'est une autorisation octroyée par l'autorité compétente. L'autre terme que nous allons utiliser, c'est le commerce illicite. Dans le cadre du protocole, cela veut dire toute pratique ou conduite interdite par la loi liée à la production, envoi, réception, possession, distribution, vente ou toute pratique menant à faciliter une telle activité. Dernier terme, la chaîne logistique qui couvre la fabrication des produits du tabac, mais aussi la fabrication de matériel servant à faire ces produits, et ainsi que l'importation et l'exportation des produits du tabac et
de matériel de fabrication. Cela inclut également le commerce de détail, la culture du tabac, etc., etc. On va maintenant parler du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, qui est un nouveau traité international. Et cette année, en septembre, nous avons fêté la 3e anniversaire de son entrée en vigueur. Et nous avons maintenant 6 parties au protocole. Son objectif est très simple: éliminer toute forme de commerce illicite. En effet, ce commerce a un effet très nuisible sur la santé, sur la sécurité et sur les finances d'un pays. Comment est-ce qu'il fonctionne, ce protocole? Nous avons 3 parties, 3 piliers. Premièrement, la chaîne logistique avec différentes mesures, y compris le suivi et la traçabilité. Mais aujourd'hui, l'établissement de régime de licence, cela fait partie de cette lutte contre le commerce illicite. C'est-à-dire qu'il faut, si vous voulez vraiment réglementer la chaîne logistique, il faut absolument mettre en place ce type de contrôle. Et la coopération internationale est un aspect clé de l'application du protocole. Il faut donc que les parties partagent les informations, coopèrent en termes de législation et appliquent les lois. Il faut donc que ces parties au protocole puissent poursuivre des comportements illicites, poursuivre en justice des comportements et des conduites illicites. Alors, qu'est-ce que l'on a dans cet article? C'est donc l'objectif de mon exposé. Vous parlez de cet article 6. Comme vous l'avez vu, sur l'article 6.a, on demande aux parties de faire en sorte que la fabrication, l'importation et l'exportation des produits du tabac, ainsi que le matériel de fabrication, soient soumis à une licence qui est octroyée par une autorité ou des autorités compétentes, cela dépend des pays. On en voit des exemples aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est que c'est obligatoire. Tous ceux qui souhaitent avoir une présence sur le marché doivent avoir une licence. Sur l'article, dans le point 2, on apporte une certaine souplesse. Donc, pour la culture, le transport du tabac, il faut qu'il y ait une licence quand c'est possible. Ça dépend de la législation nationale, bien sûr. On voit donc que dans certains pays, il y a eu une obligation d'avoir une licence pour ce type d'activité, mais elle n'est pas aussi essentielle que pour l'article 1, où il faut absolument, c'est obligatoire d'avoir une licence pour la fabrication, l'import et l'export. Troisième point, quand on lit l'article 6, on parle des autorités compétentes. Les parties au protocole doivent désigner une autorité compétente ou, au pluriel, des autorités qui doivent renouveler, suspendre ou annuler des licences. Article 6. L'article 6.3b fournit toute une série d'informations qui sont nécessaires lorsque l'on reçoit une candidature de la part d'un demandeur. Donc, chaque partie doit, avant octroyer ses licences, obtenir toute une série d'informations. Ces informations, comme vous le voyez, dépendent du fait de savoir si le demandeur est une personne physique ou morale. Il faut pouvoir s'assurer de l'identité. S'il s'agit d'une personne physique, il faut avoir le nom complet, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre de commerce. Il faut des informations permettant d'identifier le demandeur. Il en va de même si le demandeur est une personne morale.
Lorsqu'une partie reçoit une demande d'octroi de licence, toute une série de conditions doit être remplies. Parmi ces conditions, il faut que le demandeur, s'il est une personne morale, puisse fournir des informations à même de l'identifier. À l'article 3.6b, il est également fait mention de l'obligation de mentionner le siège social, le lieu du principal établissement, entre autres choses. Il convient également de fournir des informations portant sur les comptes bancaires, fournir des informations portant sur les antécédents criminels, le cas échéant. Donc, comme vous le voyez, la licence est véritablement un outil qui permet de collecter des informations stratégiques sur l'identité, la nature de la personne physique ou morale qui souhaite se lancer dans le commerce de tabac. L'article 6.3 alinéa C est également assez intéressant à nos yeux. Il parle de frais, de droits de licence. Alors, une partie peut utiliser les droits de licence pour faire appliquer le système, le régime de licence, mais peut également utiliser ces droits au service de la santé publique. J'y reviendrai tout à l'heure, notamment dans le cadre de la COVID-19. Je pense que les parties peuvent envisager la possibilité d'utiliser ces droits de licence à des fins de santé publique. Aucune licence non plus ne peut être octroyée ou transférée sans l'approbation des autorités compétentes. Donc, c'est important. Si quelqu'un est détenteur d'une licence mais souhaite céder sa licence, il est important que ce transfert passe par l'approbation des autorités compétentes qui doivent pour ce faire recevoir des informations pertinentes. L'article 6.5 précise également que 5 ans après l'entrée en vigueur du protocole, la réunion des parties prendra des mesures pour identifier les intrants nécessaires à la fabrication du tabac qui peuvent faire l'objet de licences également. Comme vous le savez, le commerce illicite des produits du tabac a des incidences, des conséquences négatives sur la santé, sur les finances du gouvernement et sur la sécurité également. Donc, il est important de mettre sur pied des licences et d'appliquer l'ensemble du protocole et pas seulement des parties de celui-ci. Cette application a des avantages. Il y a en effet des avantages dans la réalisation des ODD. C'est donc l'occasion pour nous de vous sensibiliser à la mise en œuvre de certaines mesures, à l'instar des licences, mais surtout de mettre en place et de faire respecter l'ensemble des dispositions du protocole, étant donné que ceci contribue à la réalisation d'au moins 3 ODD. Pour conclure, je précise que les licences ne sont pas seulement un outil qui autorise une entité à commercer. C'est également utile pour contrôler les acteurs, ce qui nous renvoie d'ailleurs au titre de notre webinaire. C'est un outil également qui nous permet d'obtenir de plus en plus d'informations sur ces acteurs. Et ceci permet de sécuriser la chaîne logistique. Comme nous l'avons vu également, il s'agit d'un outil qui peut être utilisé pour mobiliser davantage de ressources, particulièrement en cette période où les pays ont grand besoin de ressources supplémentaires à disposition. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation très complète de l'article 6 du protocole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonction questions-réponses dans l'interface Zoom. Vous trouverez cet onglet Q&A au bas de l'écran. Donc, si vous avez des questions à Patrick, n'hésitez pas à les écrire, à les noter dans la fonction questions-réponses. Sur ce, après avoir entendu la présentation de Patrick, je pense qu'il est temps à présent de se tourner vers nos 3 experts qui vont s'exprimer sur le régime des licences.
Nous entendrons leur réussite, les obstacles auxquels ils ont été confrontés dans la mise en œuvre du protocole, au Kenya notamment. Mais avant de passer à l'expérience des pays, qu'il me soit permis d'inviter M. Jason Carpenter qui va nous présenter les différents éléments qui doivent être pris en compte lorsque l'on met sur pied un régime de licence. Donc, je vais donner la parole à Jason, mais avant, petite présentation. Jason Carpenter est propriétaire et consultant auprès de Allen & Clark, qui est une société de consultance basée à Wellington, en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'à Melbourne, en Australie. Il travaille de longue date sur le contrôle du tabac et a fourni des avis et conseils dans de nombreux contextes, notamment vis-à-vis du protocole, des différents types de licences en matière de tabac, de médicaments également. Jason, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Toutes mes salutations depuis la Nouvelle-Zélande. Je vais afficher ma présentation. J'espère que ça fonctionne. Donc, j'espère que vous pouvez tous le voir à l'écran. Merci beaucoup pour ces commentaires. Je vais vous donner un aperçu des régimes de licence et vous présenter ce qu'il faut prendre en considération lorsque l'on envisage un régime de licence. Nous sommes donc une ferme de consultance en matière de politique publique. Nous avons des bureaux à Wellington et à Melbourne. Nous travaillons dans le domaine du contrôle des tabacs en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans le Pacifique, dans le cadre de la Convention cadre et du protocole. Cette présentation fait fond sur un travail qui avait été commandité par le secrétariat de la Convention cadre en 2018 pour analyser les modèles d'octroi de licence dans le cadre du protocole. L'objectif de cette présentation est de vous fournir un aperçu des composantes éventuelles d'un régime de licence au titre du protocole. Pourquoi avons-nous besoin de licence? Pourquoi devons-nous mettre sur pied un régime de licence? Quels sont les différents types de régimes existants? Quelles sont les composantes d'un régime de licence? Qui peut fournir les licences? Et enfin, point à prendre en compte lorsque l'on élabore un régime de licence. Alors, pourquoi avons-nous des licences? Ces licences fournissent un mécanisme de contrôle afin de comprendre et de contrôler qui peut se livrer à certaines activités. Les licences, c'est donc un mécanisme qui établit un contrat entre les organes de contrôle et les personnes qui se livrent à des activités. Ces licences sont tout à fait pertinentes pour des stratégies plus fines en matière de contrôle de tabac. Ceci permet également d'envisager un régime de licence pour la chaîne logistique, pour les intrants, pour le contrôle de médicaments, de produits pharmaceutiques, contrôle d'armes également. Donc, les licences dans le cadre du contrôle du tabac existent depuis longtemps. Étant donné que le tabac est un produit dangereux, tout le monde n'a pas le droit de se livrer à des activités en matière de vente de tabac. Les licences permettent également d'avoir une approche plus adaptée aux stratégies de contrôle du tabac à venir. Ceci permet également d'avoir davantage de reddition de comptes pour tous les acteurs de la chaîne logistique. Ceci permet également différentes mesures de respect des dispositions avec des sanctions en cas de non-respect avec l'octroi de la licence plutôt que de passer directement par des poursuites judiciaires. Que certaines activités doivent faire l'objet de licences, telles que la production et la vente de tabac notamment. Nous mettons également l'accent sur la responsabilité juridique dans le chef des personnes qui souhaitent se livrer à certaines activités. Et en cas de non-respect, les licences permettent d'exclure certains acteurs du marché. Il convient également de noter
que les licences seules ne mettront pas un terme aux activités illégales. Elles permettront néanmoins d'échanger davantage d'informations et, en commun avec d'autres initiatives, permettront de lutter contre ces activités illicites. L'article 6 du protocole impose aux parties de mettre sur pied un système de licence, autorisation, système de contrôle équivalent. Nous allons vous présenter les outils pour garantir l'efficacité des régimes de licence. Le protocole précise toute une série de mesures de contrôle de la chaîne logistique. Et nous allons présenter toute une série de régimes de licence qui peuvent être utiles aux parties en fonction de leurs buts et objectifs. Nous allons également fournir davantage d'éléments de contexte que pourraient envisager les parties si elles souhaitent développer plus avant le régime de licence. Nous allons présenter également tous les éléments à prendre en compte pour élaborer les régimes de licence. Lorsque ces régimes fonctionnent bien, ils permettent de mieux comprendre les acteurs de la chaîne logistique, permettent d'appuyer le cadre réditionnel. Alors évidemment, chaque régime de licence sera propre à chaque partie en fonction de la chaîne logistique, en fonction des différents modes de contrôle des importations, exportations mis en place dans chaque partie. De quoi avons-nous besoin pour mettre sur pied un régime de licence? L'article 5.3 de la Convention précise qu'il faut établir dans la législation un régime de licence. Il faut faire en sorte que ces licences soient applicables, que les prescriptions soient claires pour toutes les parties et que l'on réduise autant que faire se peut les possibilités de contestation des licences. Ceci vaut pour tous les types de licences qui peuvent être sollicités par les parties au titre du protocole. Lorsque l'on élabore le régime de licence, il faut tenir compte de la possibilité de réviser, de modifier ultérieurement ces licences selon que de besoin. Il faut faire en sorte que les régimes ne soient pas trop rigides et qu'ils puissent être améliorés, qu'ils puissent évoluer en fil du temps et au fil des besoins. Comme Patrick l'a dit, les parties doivent identifier tout d'abord une autorité compétente disposant des ressources et compétences nécessaires pour mettre en œuvre ce régime de licence. On peut envisager de créer une nouvelle agence ou d'utiliser une agence existante. On peut se tourner vers une agence sanitaire ou une agence douanière, notamment. L'objectif est d'avoir une seule agence qui serait responsable de la gestion du régime de licence. Il est important que toutes les informations soient réunies dans un registre unique pour faciliter l'accès à ces informations. D'aucuns pourraient envisager une autorité secondaire pour gérer les appels en cas de décision contestée dans le cadre de l'octroi des licences. Il faut qu'il y ait un mécanisme d'appel qui n'entrave pas le fonctionnement du système principal. Il y a différents types de licences. Les registres, alors ce ne sont pas à proprement parler des régimes de licence, mais certaines activités peuvent seulement nécessiter l'inscription des opérateurs à un registre. C'est un système qui fournit des informations aux organes de contrôle, mais rien d'autre. Ensuite, il y a le système de licence négative. Ce type de licence permet aux autorités d'exclure un acteur du marché si jamais il ne respecte pas ses obligations. Ensuite, il y a des systèmes de licence positifs qui imposent aux négociants, producteurs de s'inscrire et de demander une licence. Donc, il faut une autorisation pour se livrer aux activités et en cas de violation, ces acteurs peuvent être exclus du marché. Ceci permet davantage de contrôle, permet aux organes de contrôle de suspendre l'autorisation d'un acteur à être actif sur le marché. Nous vous fournirons de plus amples informations sur ce type de licence aujourd'hui.
Un système positif va au-delà de la stricte interdiction de comportement illicite. Il faut également demander l'autorisation pour se livrer aux activités. Cette autorisation peut être refusée et ou suspendue ultérieurement. Il y a également un processus de renouvellement des licences qui arrive à échéance régulièrement qu'il faut renouveler. Ceci permet d'encourager les différents acteurs à poursuivre le respect des dispositions. Il faut évidemment faire en sorte, pour que ceci soit efficace, que toutes les informations soient à jour, qu'elles soient renouvelées régulièrement. Si une licence n'est pas renouvelée, l'acteur ne peut plus être actif sur le marché. Donc, ce système de licence fournit davantage de contrôle aux organes compétents. Il y a énormément d'options également quant aux informations qui doivent être soumises avant l'octroi d'une licence. Plus il y a d'informations qui doivent être soumises, évidemment, plus cela impose de coûts pour les demandeurs, mais également pour l'autorité compétente qui doit vérifier la fiabilité de ces informations. Il est donc important que le régime de licence corresponde à la nature des acteurs. Il est important également que la charge de travail, le fardeau soit réduit autant que faire se peut pour éviter de trop peser sur les autorités compétentes. Il est important également que les coûts soient proportionnels aux avantages apportés par ce système. Comme Patrick l'a dit, le protocole nécessite toute une série d'éléments. Étant donné que Patrick a déjà précisé les éléments requis, je ne vais pas y revenir. Et passons à présent au point qu'il convient de prendre en compte lorsque l'on élabore un régime de licence. Alors, les parties doivent envisager le type de régime qu'elles souhaitent utiliser, régime de licence positif, négatif. Le système positif est celui qui offre le plus d'avantages. Les parties doivent également envisager les informations qu'elles exigeront de voir figurer sur les candidatures. Il faudra suffisamment d'informations pour établir l'identité du demandeur. Les candidatures doivent fournir suffisamment d'informations sur la nature des activités entreprises. On peut également envisager des restrictions sur le lieu, par exemple, où les activités peuvent avoir lieu. Il convient également de demander des informations quant à la personne au sein de l'entreprise demanderesse qui sera responsable des activités ou qui gérera le lieu où les activités auront lieu. Les parties doivent donc considérer avec minutie toutes les informations qui devront figurer dans les candidatures pour s'assurer d'avoir toutes les informations nécessaires, mais pas d'informations superfétatoires qui pourraient avoir un coût pour les demandeurs ainsi qu'une charge de travail supplémentaire pour les autorités compétentes. Il faut également prévoir un régime d'exclusion pour qu'on n'octroie pas de licence à quelqu'un qui en a déjà été déchu. Il est important que les frais permettent les droits de licence permettent de couvrir tous les frais afférents à la mise en application du régime de licence. Il y a également d'autres éléments à prendre en considération, date d'expiration des licences, par exemple, avec les échéances en cas de demande de renouvellement de licence. Les parties doivent également se demander comment vérifier la validité des licences, vérifier que les délais soient respectés. Vérifier également les mécanismes de révocation, de déchéance de licence en cas de non-respect des dispositions.
Il faut également pouvoir identifier une personne physique qui sera responsable. Il faut que cette personne soit un responsable ou un directeur de l'entreprise, par exemple, quelqu'un d'assez haut placé pour avoir une responsabilité véritable. Il faut également éviter les doublons en matière de prescription dans le cadre des différents régimes d'autorisation qui existent, que ce soit les licences ou autres. Les parties peuvent également envisager un système de notification et de soumission de rapports. Les organes de contrôle peuvent exiger un rapport régulier sur les activités. On peut également envisager certaines restrictions. Par exemple, les détenteurs de licence ne peuvent travailler qu'avec d'autres détenteurs de licence de la chaîne logistique, ou tel fabricant d'équipement ne peut fournir son équipement qu'à d'autres détenteurs de licence situés en amont de la chaîne logistique. On peut également envisager différents types de restrictions. Par exemple, exiger que l'entreprise qui acquérera les produits soit désignée officiellement importateur. On peut envisager également différents programmes de mise en œuvre, de respect des dispositions avec des sanctions et peines prévues, le cas échéant, avec la déchéance, la suspension de la licence en cas de violation. Il faut également envisager la question de la licence des intrants. Que les parties peuvent envisager d'imposer des licences pour le papier à cigarette, les filtres, l'équipement de fabrication des cigarettes, de production de tabac ou d'autres éléments et équipements qui entrent dans la production de tabac. Alors, cette licence des intrants peuvent permettre de contrôler davantage la chaîne logistique, notamment en imposant aux détenteurs de licence de n'acheter équipements ou produits nécessaires à la fabrication de cigarettes que ceux qui proviennent d'opérateurs eux aussi disposant d'une licence. Passons aux perspectives d'avenir. Les parties doivent faire en sorte d'avoir un mécanisme décisionnel et de soumission des demandes qui soit transparent pour éviter les remises en cause. Il faut également qu'il y ait une autorité supérieure qui puisse se pencher sur les décisions prises en matière d'octroi ou non de licence. Les parties doivent envisager les avantages du régime de licence tenant compte de leurs systèmes fiscaux, systèmes de contrôle divers déjà en place. Il faut également vérifier la conformité avec les prescriptions de la Convention et du protocole. Le système de licence peut se baser sur un système qui existerait déjà plutôt que d'avoir un régime de licence créé de toutes pièces. On peut également envisager l'utilisation de marques fiscales. On peut également faire une comparaison entre l'utilisation des ressources requises pour les régimes de licence face à d'autres interventions de contrôle. Le protocole envisage également le contrôle des intrants. Dans certaines juridictions, il y a déjà des mesures en place pour ce faire. Donc, on pourrait envisager un élargissement ultérieur du champ d'application des régimes de licence plutôt que d'avoir un régime de licence distinct pour les intrants. Il y a également la perspective de coopération avec les autres juridictions qui doit être prise en compte, avec un échange d'informations dans la lutte contre le commerce illicite, un échange d'informations quant à la manière de mettre en œuvre les différents régimes de licence. On peut envisager une coopération également avec les juridictions qui ne sont pas parties au protocole. Donc, il est important de trouver un équilibre
entre la charge de travail que nécessite l'application d'un régime de licence et les avantages qui en découlent. Tenons compte des particularités de chaque partie, de chaque juridiction. Une fois qu'un régime est en place, on peut envisager des améliorations dans la soumission des candidatures, par exemple. On peut encourager les entreprises à échanger davantage d'informations. Ceci permet aux organes de contrôle de suivre de plus près ce qui se passe dans la chaîne logistique. Donc voilà, je vous remercie. Vous avez ici eu un bref aperçu de tous les éléments à prendre en compte lorsque vous déployez vos propres régimes de licence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je donne à présent la parole à nouveau à Andrew. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette excellente présentation très complète. J'espère que vous êtes tous d'avis que cette présentation est une excellente base pour nos travaux, riche d'éléments à creuser que vous pourrez envisager à votre tour pour mettre en œuvre vos propres régimes de licence. Je vous propose, après la présentation de Jason, d'examiner les expériences de différents pays en matière de mise en œuvre de régimes de licence. Alors, si vous avez des questions pour Jason ou qui que ce soit d'ailleurs, pour n'importe quel intervenant, je vous invite à utiliser la fonction questions-réponses pour poser vos questions. Et si nous avons le temps, nous ferons le maximum pour répondre à toutes les questions posées. Nous allons à présent nous tourner vers le Kenya qui va nous faire part de ses expériences dans la mise en œuvre de l'article 6 du protocole. Et nous avons la grande chance d'accueillir Émilie Karambou. Elle pourra nous faire part de l'expérience kenyane en matière de régime de licence. Madame Karambou est gestionnaire de projet pour les systèmes de gestion des produits soumis à ACCIS, qui travaille auprès des autorités fiscales kenyanes. Elle va nous présenter le système mis en œuvre au Kenya. Madame Karambou enseigne également à l'école fiscale kenyane et elle se concentre sur les ACCIS. Madame Karambou, vous avez la parole. Je vous remercie. Nous avons ratifié le protocole le 4 mai dernier. Nous sommes devenus le 59e pays à ratifier le protocole. Avant, le Kenya répondait déjà à la plupart des prescriptions du protocole en disposant de régimes de licence, de systèmes de traçabilité et de suivi. Nous avions un système de suivi électronique des cargaisons. Nous avions également établi des unités de respect des dispositions fiscales. Nous garantissions la coopération internationale avec un programme d'assistance technique. Pour en revenir à la question des licences, nous octroyons des licences pour les fabricants de produits du tabac. C'est un procédé qui a commencé dans les années 70. Il y a également un régime de licence et d'enregistrement pour les importateurs qui fonctionne avec l'utilisation de timbres pour les ACCIS. Pour ce qui est des agriculteurs, des cultivateurs de tabac, il existe aussi une licence. Les transporteurs également
pour l'exportation et le transit doivent avoir des véhicules qui sont équipés d'un système de traçabilité de cargaison, un système électronique, ECTS, sigle anglais, qui est suivi, qui est régulé ou contrôlé par les douanes. L'autorité compétente pour l'octroi de licence des fabricants et des importateurs s'appelle la KRA. Et la loi sur l'accise a été votée en 2015. Nous avons la section 1522 consacrée à l'accise des fabricants. La section 28 est consacrée à la gestion des produits taxables, y compris la surveillance électronique de l'activité du tabac. Il existe d'autres autorités qui participent à cette réglementation. C'est le Bureau des normes du Kenya qui veille à la qualité du tabac. Nous avons la santé publique qui diffuse des avertissements pour veiller à ce que les emballages aient des avertissements écrits ou en forme de photo ou de dessin, ainsi que le ministère de la gestion de l'environnement qui effectue des évaluations sur les méthodes de production, sur les déchets, sur la conformité envers les lois. Le processus d'établissement ou d'octroi de licence pour les fabricants implique que le fabricant ou l'importateur présente une demande de licence Cette demande est traitée par le système de gestion fiscale. « 100 000 shillings du Kenya doivent être acquittés, c'est à peu près 1 000 $, pour obtenir cette licence. Et le fabricant ou l'intéressé reçoit un courriel Alors, qui reçoit des licences? L'importateur ou le fabricant présente une demande et doit déclarer quels sont les sites utilisés, que ce soit à Mombasa ou à Nairobi. Les licences seront différentes. Ce sont les sites qui sont en fait licenciés, qui ont une licence. Il faut indiquer le détail des produits
nous établissons également une licence sur la longueur de production du produit. La chaîne de fabrication est décrite en détail. Le contribuable doit répondre à toute une série de conditions L'interprète présente ses excuses. Le son est très difficile à entendre. Quelles sont les conditions pour obtenir une licence? Chaque demandeur doit décliner son identité complète, y compris les membres de l'entreprise, ses directeurs. Le relevé bancaire de demandeur doit être donné. Si le demandeur a plusieurs comptes en banque, il doit les indiquer. Il doit donner des détails sur les produits qui seront fabriqués, y compris sur la taille de la production annuelle prévue. Et il doit aussi donner un échantillon des produits qui vont être fabriqués. Nos laboratoires vont tester les produits qui seront ensuite le prototype des produits qui seront ensuite fabriqués. Le reste des conditions, donc un exemplaire du certificat de sécurité publique valide à remettre aux autorités compétentes. Le contribuable doit donner aussi une preuve de ses capacités à produire, à fabriquer ces produits du tabac. Ces personnes doivent aussi produire un document prouvant la propriété ou la location du site qui est utilisé pour le traitement des produits ou pour le transport. Il faut aussi une lettre du gouvernement du comté où se trouve le site qui prouve que l'usine est bien située dans une zone industrielle. Et ils doivent aussi donner une carte détaillée avec un itinéraire détaillé pour que les responsables de l'application ou de la conformité puissent se rendre au site. Il faut que ces usines soient faciles d'accès. Les autres conditions, eh bien, l'entreprise doit avoir ses impôts à jour, doit les avoir payés, ainsi que les directeurs. Si le directeur n'est pas à jour, eh bien, ce sera aussi l'entreprise qui ne sera considérée comme délictueuse. L'entreprise doit également avoir une infrastructure pour l'installation du système de gestion des biens taxables conformément aux exigences du KRA et du système de suivi de traçabilité. Il doit y avoir une fourniture en électricité, un générateur pour le cas échéant et
un bon accès à Internet. L'entreprise doit aussi acheter un titre d'exécution ou d'application de la taxe après qu'elle ait reçu la licence de notre autorité compétente, la KRA. Le système calcule la production annuelle estimée Il faut donc adapter la production car il peut y avoir des fluctuations dans la production annuelle. Il s'agit d'un titre qui permet de sécuriser l'activité. Le processus est rapide. Il y a donc la dépense, la demande, l'application, les conditions qui doivent être satisfaites. L'autorité compétente doit répondre et dire si la licence peut être octroyée ou pas. S'il y a autorisation, on émet un titre de sécurité nous installons le système de suivi et de traçabilité dans le site. Au cours de l'inspection de l'autorité sur le site, et l'inspecteur doit faire certaines vérifications. Identifier et vérifier l'efficacité du site et de ses intrants, y compris la méthode d'approvisionnement de la matière première et de la fabrication pour livraison. Il faut qu'il y ait une vérification que les mesures, les contrôles et le système de comptabilité soient adéquats. Et que les opérations soient rendues possibles par une infrastructure adéquate. Il faut aussi que la salle ou l'entrepôt soit suffisant pour la capacité, vérifier que l'entrepôt a la taille suffisante conformément à la production. Donc, ce que nous taxons, eh bien, ce sont les contribuables, les demandeurs, etc. Vous avez ici une liste des prescriptions pour l'octroi de licence. Lorsqu'il s'agit d'octroyer une licence à un importateur, il faut que celui-ci nous fournisse des informations sur la personne ou l'entité responsable de la production de produits qui seront importés. Alors, si nous demandons ces informations, c'est que dans le cas des importateurs, nous attendons que les produits qui sont importés au Kenya correspondent à toute une série de critères. Alors, il y a d'autres prescriptions également.
faire en sorte que l'entreprise en question s'acquitte bien de ses impôts, qu'elle soit bien enregistrée, etc. Le processus d'enregistrement pour les importateurs nécessite la soumission des documents, leur examen. Il y a ensuite une inspection des infrastructures, des entrepôts qui vont accueillir les produits. Il y a ensuite un entretien pour obtenir de plus amples informations à propos du demandeur, informations qui n'auraient pas été fournies dans les documents, par exemple. Et ensuite, nous pouvons approuver ou rejeter l'octroi de la licence pour l'importateur. Une fois que le producteur et l'importateur ont obtenu leur licence, les détenteurs de licence doivent répondre à toute une série de critères également. Ils doivent ainsi afficher dans un endroit visible l'original de la licence. Qu'il s'agisse d'un entrepôt, d'une usine de fabrication, quel que soit le lieu d'opération, il est important que la licence appropriée soit affichée dans un endroit visible. Alors, les licences peuvent être émises pour la fabrication ou pour l'importation. Et s'il y a des changements, il faut évidemment que les modifications soient notifiées à l'autorité compétente qui pourra adapter ou éventuellement suspendre, le cas échéant, la licence. Donc, s'il y a un changement de nom, par exemple, ou un changement dans l'adresse de l'entreprise, ou si l'entreprise change de propriétaire, il faut en informer l'autorité compétente par écrit. Il faut également informer l'autorité compétente lorsque les opérations sont suspendues euh, de manière temporaire. Donc, il est important que toute modification soit notifiée par écrit à l'autorité compétente. S'il y a un changement également dans les spécificités de la licence, que ce soit l'équipement utilisé pour la fabrication des produits du tabac, un changement dans l'entrepôt, dans le site de fabrication, il est important également d'en informer les autorités compétentes, étant donné que les licences sont octroyées également pour un type particulier d'équipement. Lorsqu'il y a des modifications apportées au système de traçabilité et de suivi, des modifications dans la chaîne de production, il est important que toutes ces modifications soient notifiées par écrit également. Ces informations doivent être transmises directement à l'autorité compétente. Comme nous l'avons déjà dit, l'élimination d'équipements doit se faire en répondant aux prescriptions de l'autorité compétente. Et ceci nécessite l'approbation, l'autorisation de l'autorité compétente également afin d'éviter le détournement de ces équipements qui pourraient servir à la production illicite de tabac. Parce que si l'équipement est vendu, on ne sait pas à quoi il pourrait être utilisé ultérieurement. Il se peut, par exemple, que l'équipement soit vendu à quelqu'un qui ne soit pas titulaire de licence. Donc, l'objectif est d'obtenir l'autorisation des autorités compétentes pour éviter de contribuer à la production illicite de tabac. Avant 2015, les licences avaient une durée de validité d'1 an. Les licences sont à présent octroyées en perpétuité. Il n'est pas nécessaire de les renouveler dès lors. Mais si le détenteur de la licence ne répond pas à ses obligations, l'autorité compétente peut suspendre, voire révoquer la licence. Et le cas échéant, l'importateur ou le producteur
devra demander une nouvelle licence pour pouvoir poursuivre ses activités. Si une autre agence retire sa certification, si les autorités de santé publique, par exemple, retirent leur autorisation d'opérer, ou si les agences de protection de l'environnement retirent leur agrément également parce que l'entreprise ne répond plus aux prescriptions, eh bien, la licence est automatiquement suspendue par les autorités fiscales kenyanes. Une licence pourrait également être suspendue si le détenteur ne répond pas à ses obligations, ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la loi sur les droits d'accise de 2015, si les taxes et impôts ne sont pas payés. Donc, dans ces cas, la licence sera suspendue. La licence sera également suspendue en cas de violation des conditions de maintien de la licence dans le chef de l'opérateur détenteur de la licence. Si le demandeur a fourni des informations erronées ou trompeuses sur sa déclaration, sa licence peut être suspendue. Si les équipements ou le site est utilisé pour produire d'autres produits, la licence peut également être suspendue. Si les équipements ou les infrastructures ne sont plus appropriés à la production sur de ces produits soumis à droit d'accise, la licence pourrait également être suspendue. La licence peut également être annulée ou révoquée. Et si le détenteur ne répond pas à la suspension, si il ne fournit pas des informations exigées par l'autorité compétente, alors la licence sera révoquée. Lorsqu'une licence est révoquée ou annulée, le producteur ou l'importateur peuvent faire appel auprès du tribunal d'appel en matière fiscale. Ce tribunal tiendra audience sans tarder et sa décision aura force de loi pour l'autorité compétente. Donc, le tribunal pourra demander à l'autorité compétente de faire à nouveau entrer en vigueur la licence, de supprimer son annulation, sa suspension. En cas d'appel de la décision du tribunal, le demandeur ou la partie concernée devra s'adresser à la haute cour. Donc, il est possible de faire appel d'une décision rendue par le tribunal de maintenir l'annulation ou d'inverser la procédure d'annulation, et c'est la haute cour qui est compétente en la matière. L'administration fiscale kenyane doit également se pencher sur la question des transferts des licences d'accise. Lorsque la licence est transférée d'une entreprise à une autre, ou lorsqu'une entreprise est basée à Nairobi et veut déplacer ses activités ailleurs, il faut que le détenteur de la licence demande un transfert. Ceci fera l'objet d'une nouvelle inspection dans le nouveau site de production, par exemple. Donc, si l'entreprise change de site, il faudra que les nouvelles installations fassent l'objet d'une enquête. La procédure de déménagement également sera supervisée par les autorités compétentes pour que l'on vérifie comment est transféré le matériel et l'équipement de production.
S'il y a un changement de propriété de l'entreprise, là aussi, il y aura vérification de la part de l'autorité compétente. Les nouvelles directions seront examinées par l'autorité compétente. S'il y a une nouvelle entreprise qui est créée, il faudra s'assurer que la nouvelle entreprise, la nouvelle direction répondent à toutes les prescriptions en matière de sécurité également. Donc, s'il y a un changement d'identité, donc si l'entreprise change de nom, par exemple, d'entreprise A devient entreprise B, là aussi, il faut qu'il y ait un transfert avec vérification de l'autorité compétente. Donc, les titres d'application des axes doivent également être préservés et doivent être montrés à l'autorité compétente. Lorsqu'il y a un transfert approuvé par l'autorité compétente, des frais de transfert sont imposés à l'entreprise. Passons à présent aux enseignements tirés. Malgré l'existence d'un régime de licence, il est important d'appliquer également d'autres mesures de contrôle administratif, juridique, avec par exemple un système de traçabilité et de suivi, un système de suivi électronique pour les biens à l'exportation, afin de garantir tout le suivi des produits et équipements utilisés pour la production de tabac pour s'assurer que ceux-ci soient utilisés de manière conforme. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais terminer ma présentation. Si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin de notre webinaire. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très complète. Alors, je vois que vous avez retiré le document. Alors, nous sommes à court de temps. Je vous propose de passer à notre dernier intervenant de la journée qui va nous faire part de la situation en Inde. Nous avons la grande chance d'accueillir le docteur Pokesh qui va nous faire part de l'expérience de l'Inde dans la mise en œuvre de l'article 6 du protocole. Le docteur Kumai est secrétaire exécutif du ministère pertinent. Docteur Pokesh, vous avez la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup de me donner l'occasion d'intervenir. J'aimerais me présenter. Je suis le directeur général adjoint du ministère de la Santé de l'Inde. Je vais vous présenter mon exposé. La qualité du son rend l'interprétation très difficile ou impossible. Nous avons votre exposé sur l'écran. Il faut juste appuyer sur le bouton pour que ce soit présenté comme exposé. Merci beaucoup. En Inde, nous avons un système de licence. Différentes autorités participent à ce système d'octroi de licence au titre de l'article 6 du protocole pour éliminer le commerce illicite
des produits du tabac. Il est très important d'inclure tout le cycle de vie du tabac pour ce régime de licence. Ceci pour la culture du tabac, sauf pour les petits exploitants traditionnels et pour le transport commercial du tabac, des produits du tabac et des intrants. Cela concerne également le commerce en gros, les intermédiaires, l'entreposage et la distribution du tabac. Et pour ce faire, il fallait voter une loi très vigoureuse, très englobante. Cette loi s'appelle la loi sur le Conseil du tabac. Et les détaillants doivent avoir une autorisation des autorités locales ou du municipal ou du panchayat. En plus des lois votées dans chaque État sur les points de vente et les boutiques. Cela veut dire que la distribution des produits du tabac est obligatoirement soumise à ces lois. Ceci pour toute la chaîne logistique. Alors, pour ce qui est de la fabrication et des entrepôts, il faut une inscription au titre de la section 22 de la loi de 2017 sur les taxes sur les biens et les services pour tous les fournisseurs qui fournissent des biens et des services taxables, imposables. Une licence est aussi nécessaire pour les biens taxables et pour l'entrepôt des biens taxables au titre de la section 58 de la loi des douanes de 1962. Alors, il faut aussi une licence pour le transport des produits du tabac. Nous avons des dispositions juridiques existantes dans la loi sur les véhicules à moteur. Les autorités de transport doivent statuer sur les demandes de transport du tabac. Il y a plusieurs agences qui travaillent à l'octroi de licences selon les différents points dans le cycle de vie des produits du tabac. La mise en œuvre de ce régime de licence incombe donc à plusieurs autorités et peut poser des problèmes de ce fait. Il faut identifier ces autorités compétentes qui sont responsables de l'octroi, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation d'une licence ou de son annulation, et que toutes les parties prenantes soient bien au courant de ces autorités. Alors, le suivi des titulaires des licences. Il est nécessaire de procéder à ce suivi pour veiller à ce que la réglementation soit bien respectée au titre de des dispositions 3 et 4 du protocole, de l'article 6 du protocole. En outre, le pays doit mettre en œuvre un GTS depuis le 1er juillet 2017, qui est une manière d'identifier les citoyens sous ADAR. Au titre de la loi de 2016.
Alors, les droits d'accise et comment ils sont utilisés, eh bien, de nombreuses différentes agences sont suivies par chaque ministère, mais ce n'est pas fait par le ministère de la Santé. Les droits récoltés sont utilisés pour la santé publique, pour consolider les fonds et pour l'agence de mise en œuvre. Toutefois, il y a un budget adéquat pour la lutte contre le tabagisme et cela ne dépend pas de l'argent récolté pour l'octroi des licences, par l'octroi des licences. Je vous remercie de votre attention et je donne la parole à Andrew. Merci beaucoup. Dr. Pope. Merci beaucoup de votre exposé. J'espère que tout le monde, et j'espère que ceux qui se sont joints au webinaire ont pensé que cet exposé, ont pensé comme moi que ces exposés étaient très utiles. Alors, nous avons un petit peu de retard par rapport à l'heure prévue pour la fin du webinaire. Mais j'aimerais que l'on prenne quelques minutes de plus pour que l'on puisse répondre à des questions qui ont été posées tout au long du webinaire. Et j'espère donc que l'on pourra y répondre brièvement avant de passer au moment de la clôture du webinaire. Alors, je vais donner la parole à Jason pour la première question. Et Jason, j'aimerais que vous fassiez une réponse très rapide à cette question. D'après votre expérience, d'après votre connaissance des régimes de licence dans les autres industries, avez-vous des suggestions portant sur la durée de validité des licences avant que celles-ci ne doivent être renouvelées? Donc, quelle devrait être la durée de validité des licences avant renouvellement? Jason, si vous pouvez nous répondre très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Alors, cela dépend du contexte, comme pour tout. Cela dépend de l'état de votre marché. Si le marché est plus volatile, a davantage de risques, il faut des périodes de validité plus courtes. Si vous avez un marché plus stable, avec des acteurs fiables, comme c'est le cas du Kenya, par exemple, du moment qu'il y a des contrôles, il n'est pas nécessaire que les licences soient renouvelées sur une base annuelle. Néanmoins, les licences annuelles fournissent des informations particulièrement actualisées, étant donné qu'elles sont renouvelées tous les ans. Donc, tout ceci dépend du contexte, en fonction de votre marché, s'il est volatile, à haut risque, voilà. Merci beaucoup. Merci, Jason. Donc, j'espère que ceci vous donnera des informations utiles quant à la durée de validité des licences. Encore une question. Cette question est adressée à mon collègue Patrick de l'équipe pour l'aide au développement du secrétariat de la Convention. Patrick, est-ce que vous pouvez nous dire si le secrétariat de la Convention a un aperçu des parties qui mettent déjà sur pied des régimes de licence pour les produits du tabac? Donc, Patrick, cette question vous est adressée. Le secrétariat de la Convention sait-il quelle partie dispose de régime de licence? Merci beaucoup. Donc, oui, conformément à l'article 32
les parties doivent faire rapport régulièrement à la réunion des parties quant à leur mise en œuvre du protocole et ceci passe par le secrétariat. Donc, ce que je peux dire pour le moment, c'est que le premier cycle de notification a touché à son terme. Les informations sont disponibles dans notre base de données. Et c'est d'ailleurs l'occasion également pour nous d'encourager les parties à partager des informations s'agissant des licences, certes, mais également quant à l'ensemble de l'application du protocole. Donc, je pense que c'est important que les parties nous fassent part de ces informations. Et nous remercions par ailleurs les parties qui ont participé au premier cycle de notification au titre du protocole. Donc, nous disposons des informations, elles sont à disposition dans la base de données. Merci. Merci beaucoup. Alors, avec ces deux questions que j'ai soumises à nos experts, alors, je sais qu'il y en a eu d'autres. Malheureusement, nous n'avons pu travailler que sur ces deux questions. Nous sommes à court de temps. Alors, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez rebondir sur ce qui a été dit au cours de notre séminaire, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de la Convention. Alors, si quelqu'un souhaite contacter Patrick, vous pourrez obtenir de plus amples informations portant sur la mise en œuvre de l'article 6. Alors, malheureusement, nous devons à présent terminer notre webinaire. Ça a été un plaisir de vous accueillir tous. Nous nous félicitons d'avoir pu accueillir nos éminents experts qui ont fait des exposés très complets portant sur la mise en œuvre de l'article 6 du protocole. Toutes nos excuses pour les petits problèmes techniques qui nous ont fait prendre un peu de retard au départ, mais bon, ça arrive. L'important après tout, c'est que les problèmes techniques aient été rapidement résolus. C'était des petits problèmes techniques à propos des canaux d'interprétation. Donc, merci pour votre patience. L'important est qu'au final, nous ayons pu tous nous comprendre. J'espère que vous avez eu l'occasion aujourd'hui d'en apprendre davantage sur la mise en œuvre du protocole. L'article 6 est un article très complet qui traite de tout ce qui concerne les licences, autorisations et systèmes de contrôle équivalents. Alors, nous savons que l'industrie du tabac essaie de saper les conséquences, l'incidence de toutes les mesures visant à éliminer le commerce illicite. Et le préambule du protocole, d'ailleurs, rappelle aux parties d'avoir à l'esprit tous les efforts consentis par l'industrie du tabac pour saper les efforts de lutte contre le commerce illicite. Donc, il est important que les parties aient bien à l'esprit toutes les activités menées par l'industrie du tabac qui pourraient nuire à l'efficacité de leurs propres mesures de contrôle. Il est donc très important de souligner ce message. L'industrie du tabac doit être tenue à l'œil. Elle ne peut pas s'immiscer dans les efforts de mise en œuvre du protocole et de mise en œuvre de l'article 6 en particulier. Il est important que tous nos efforts soient protégés et préservés des efforts contradictoires de l'industrie du tabac. Sur ce, j'espère que vous aurez trouvé ce webinaire riche en informations et utile. N'oubliez pas que le secrétariat de la Convention organise une série de webinaires techniques qui portent sur différents points ayant trait à la mise en œuvre du protocole. Et nous espérons que vous pourrez participer au prochain webinaire également. Alors évidemment, si vous avez des questions, si vous souhaitez de plus amples informations à propos de la mise en œuvre de l'article 6 en particulier, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de la Convention. De plus, je vous rappelle à tous que ce webinaire a été enregistré.
Les enregistrements seront à votre disposition sur le site de la Convention du secrétariat en temps utile. De plus en plus d'informations pour les webinaires seront mis à votre disposition également. On vous renverra aux enregistrements dès qu'ils seront disponibles. Sur ce, je vous remercie tous. Merci beaucoup d'avoir participé à notre webinaire. Je sais que vous nous rejoignez depuis différents pays, un peu partout dans le monde. Peut-être que vous travaillez en dehors de vos heures de travail habituelles. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir dégagé du temps pour nous rejoindre. Je remercie également tous nos experts, évidemment. Ils nous ont fourni des exposés très riches pour nous montrer comment nous pouvons mettre en œuvre l'article 6 du protocole. Merci donc, c'était un plaisir de vous accompagner aujourd'hui pour ce webinaire. Je vous souhaite les pleins succès. Merci beaucoup.